remercier l'organisateur de cette conférence, qui est Patrick Goupy. Je crois que nous en avons parlé il y a à peu près 9 mois, hein, à peu près. Donc c'est tombé sur cette date. On ne savait pas encore que ce serait une date, voilà, comme aujourd'hui. Mais finalement, c'est un bel accouchement. Et merci Patrick de bien vouloir prendre le relais, de présenter vos intervenants. Merci à vous tous d'être là. Merci à vous. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne? Là, ça va? Faut que je pousse l'organe. Comme une trompette, là, tout le monde. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Je vais vous présenter ce soir les intervenants de notre petite soirée sur le thème du sommeil. En présentation, au début de cette soirée, on va vous présenter un petit film qui a été réalisé par Eric Tellotucci, qui est là, qui a fait un film très intéressant autour des berceuses. Donc on va avoir différentes façons de bercer les enfants en fonction des pays, en fonction des cultures. Et puis ensuite, 20 minutes après, on pourra commencer notre débat. Donc avec Eric Hamelin, qui est ici à ma gauche, d'abord tout le monde est à ma gauche, mais Eric, si tu veux lever la main, voilà. Le sommeil, ça n'est pas un acte uniquement passif. Il se passe plein de choses pendant le sommeil. On répare l'organisme, mais on va faire plein d'autres choses que l'on va voir plus tard. L'autre chose qui est très importante et que l'on devrait apprendre dans toutes les écoles, c'est qu'il n'y a pas un sommeil, mais chacun va avoir son sommeil et qu'il faut apprendre à l'accepter, et c'est ce qui va permettre d'éviter de croire que l'on a une insomnie alors qu'on ne l'a pas forcément. Le temps est différent, la qualité de sommeil est différente et on croit parfois manquer de sommeil alors qu'on n'en manque pas. Alors, pourquoi dort-on? On ne sait pas très bien. On a commencé à analyser le sommeil très tardivement. Dans les années 70, on a commencé à pouvoir l'analyser de manière plus importante. Mais il y a encore plein de choses que l'on ne sait pas. On sait que ça sert à reposer l'organisme. On sait que ça sert à des sécrétions d'hormones. On sait que ça sert à la maturation et à la mémorisation. Par exemple, un enfant, pour qu'il apprenne à faire du vélo, il n'a pas assez de temps dans sa journée. Donc la nuit, pendant son sommeil des rêves, il va refaire du vélo et refaire du vélo pour apprendre à savoir faire du vélo, par exemple. L'autre chose, c'est que dormir, c'est compliqué, on va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas on-off, c'est pas je suis réveillé, je dors. Il faut plein de choses qui vont favoriser le sommeil, il faut plein de choses qui vont favoriser l'éveil, et il faut que cette balance soit du bon côté pour pouvoir dormir. L'autre chose, c'est que la vie n'est pas faite pour favoriser le sommeil. Tous les soucis que l'on peut avoir vont faire que déjà, on peut avoir du mal à dormir rien que par le moindre événement de sa vie. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il y a des erreurs et que si on sait éviter ces erreurs, eh bien on va avoir un sommeil de mauvaise qualité. La chose, c'est que la facilité actuelle, c'est de donner des médicaments et on a plus de 60% des gens de plus de 70 ans qui prennent quelque chose pour dormir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à éviter. Alors, très rapidement, les stades du sommeil, c'est-à-dire que, comme je vous expliquais, le sommeil, c'est pas je dors. Il y a des stades du sommeil, c'est-à-dire qu'il y a un stade qui correspond à l'endormissement, qui va être un sommeil léger. Et puis, il va y avoir un sommeil qui est un sommeil profond, qu'on fait essentiellement en début de nuit, comme on va le voir tout à l'heure, et qui ne représente que 15 à 20%. C'est-à-dire qu'on répare essentiellement son organisme avec ce sommeil profond, mais ça ne représente que 20% du sommeil, et on le fait en début de nuit. Le sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est le sommeil, je dirais, des rêves, même si on rêve dans d'autres stades du sommeil, c'est le rêve onirique, celui qui permet de favoriser la mémoire et que l'on vit parfois, lui se fait plutôt à la fin, mais ne représente que 20 à 25%. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui vont dormir longtemps ont besoin de la même quantité de sommeil profond et de sommeil paradoxal que quelqu'un qui va dormir peu. Et c'est surtout ce sommeil intermédiaire, c'est ce sommeil qui nous pose le plus de problèmes parce que
c'est pas du sommeil profond, c'est pas du sommeil léger, il y a des rêves dedans, il y a de la réparation. On ne sait pas encore exactement à quoi il sert, mais chaque personne en a besoin d'une quantité différente. Alors, voilà les cycles du sommeil. En moyenne, on va faire 4 à 5 cycles de sommeil qui durent à peu près 1h30. À la fin de chaque cycle, on va se réveiller un petit peu de temps. Il y a des gens qui se réveillent, qui regardent l'heure et qui se disent bah voilà, j'ai pas dormi, alors qu'en fait, ils se sont réveillés entre chaque cycle. Comme vous le voyez, le sommeil profond, alors ça a changé maintenant, il n'y a plus de stade 4, on appelle ça stade 3 sur le sommeil profond. Eh bien, vous voyez que dans la première partie de la nuit, on va faire la plupart de son sommeil profond, et donc les gens sont fatigués, mais ils ont des choses qui vont faire qu'ils ne peuvent pas dormir, et ça, c'est un des critères importants des problèmes d'insomnie. Dans la pratique, la première chose qui régule le sommeil, c'est une horloge. Et il faut bien comprendre que chacun va avoir son horloge. Cette horloge, elle va indiquer votre horaire idéal d'endormissement. Elle est en moyenne entre 22 à 23 heures pour la plupart des gens, mais pour certaines personnes, ils vont avoir ce qu'on appelle des décalages de phase, c'est-à-dire que leur horloge va être un peu précoce et ils sont fatigués à 9 heures. Et donc, c'est difficile pour la vie sociale, donc ils sont obligés de modifier leur horloge. Par contre, leur temps de sommeil est le même, donc à 5 heures du matin, ils sont réveillés et leur horloge est comme ça. Et pour modifier cette horloge, c'est très compliqué. D'autres personnes ont le problème inverse, c'est-à-dire que leur horloge s'est décalée vers le tard, ils ne peuvent pas s'endormir avant minuit, 1 heure du matin, mais par contre, quand le réveil sonne, c'est compliqué pour eux. Il y a un deuxième facteur qui va favoriser ce sommeil, c'est que pendant la journée, pendant votre activité, vous allez accumuler une protéine qu'on appelle la protéine S. Cette protéine, eh bien, elle s'accumule pendant votre activité, et plus vous en avez accumulé, plus vous allez être fatigué. C'est pour ça que si dans la journée vous n'avez pas eu d'activité physique, si vous n'avez pas, qu'elle soit intellectuelle ou réellement physique, eh bien, vous n'avez pas accumulé cette hormone et vous n'avez pas forcément envie de dormir. Dormir, le premier rôle, c'est de réparer l'organisme. Si vous n'avez pas d'activité dans la journée, eh bien, vous ne dormirez pas bien. Ensuite, il va y avoir les facteurs extérieurs, qui va être l'heure du lever du soleil. La lumière favorise l'éveil. La tombée de la nuit va favoriser la somnolence. Il y a des facteurs extérieurs qui vont changer tout ça. Alors, cette horloge, elle est à un endroit précis, on sait exactement où elle est, et puis quand elle ne marche pas bien, ça pose des problèmes. Alors, ça c'est quelques détails sur cette horloge, c'est-à-dire qu'en fait cette horloge, elle est calée sur un peu plus de 24 heures, mais on ne va pas rentrer dans les détails, parce que sinon on va aller très loin. Cette horloge, on peut la mesurer en pratique, c'est-à-dire qu'on va avoir 1 heure avant l'endormissement ce qu'on appelle une défervescence thermique, c'est-à-dire que la température corporelle diminue, donc on peut, chez les gens, savoir, soit par des dosages hormonaux, la mélatonine en particulier, on en parle beaucoup, mais elle va être sécrétée, elle commence à être sécrétée de manière importante 1 heure avant le sommeil, et quand on fait des dosages ou des mesures de température, on peut savoir quel est l'horaire idéal de sommeil des gens. Alors, l'idéal pour pouvoir s'endormir, c'est que l'horloge coïncide avec l'accumulation maximum de cette protéine. S'il y a un décalage, eh bien, on ne dort pas bien. Alors, les synchronisateurs dont on a parlé, c'est ce qui va permettre de modifier cette horloge. Quand le réveil sonne, eh bien, il faut bien se lever. Et donc, on va modifier et on va pouvoir petit à petit entraîner cette horloge pour la mettre à ses horaires de travail. C'est parfois compliqué pour les gens qui sont des longs dormeurs et pour lesquels ces synchronisateurs ne sont pas forcément aussi forts que leur nécessité de sommeil. On considère que le sommeil normal, c'est entre 6 et 9 heures. Un court dormeur, c'est plutôt 6 heures. Moins de 6 heures, c'est très pathologique. Un long dormeur, c'est plus de 9 heures. C'est jusqu'à 9 heures. Plus de 9 heures, c'est pathologique. Comme je vous disais tout à l'heure, ces gens-là vont avoir la même quantité de sommeil profond et quasiment la même quantité de sommeil des rêves. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'on dort peu, on va réparer son organisme à peu près de la même manière.
Le problème majeur, et c'est un problème important, on en parlera probablement tout à l'heure, c'est que les problèmes d'insomnie se manifestent souvent très tôt parce qu'on ne sait pas très bien gérer nos enfants. La première chose, c'est qu'un enfant de 6-8 ans va avoir un horaire idéal, une horloge, qui va être plutôt calée sur 20 heures. Donc, quand on le couche, il va s'endormir vers 20 heures. Mais lorsqu'il arrive à partir de 12 ans, parfois 14, c'est très variable, lorsqu'il arrive vers l'adolescence, son horloge se décale vers le soir. Et ces enfants vont avoir en fait un horaire idéal d'endormissement qui peut parfois être de 22h30, 23h, mais leur quantité de sommeil reste la même que celle de l'enfant, mais quand le réveil sonne, c'est très compliqué. Donc c'est des enfants à qui on va aller dire va te coucher à 9h, ils ne peuvent pas dormir, ils tournent dans le lit et on en fait des insomniaques parce qu'ils ont cette sensation que leur sommeil n'est pas normal, alors qu'il vaut mieux les laisser dormir un petit peu plus tard, mettre en place des méthodes pour compenser le fait que parfois le réveil se lève à 6h et qu'en fait, idéalement, il faudrait qu'ils se lèvent plutôt vers 9h. Le problème est qu'actuellement, on considère que la plupart des enfants, des adolescents en particulier, considèrent qu'ils manquent de sommeil, et en réalité, ils manquent vraiment de sommeil. Alors, bon, ça, ce sont des choses, on va passer un peu vite, sinon on est encore demain, sur que se passe-t-il quand on manque de sommeil. Alors, pourquoi est-ce que la privation de sommeil favorise le surpoids ? On s'est aperçu que pendant le sommeil profond, on libérait une hormone qui s'appelle l'orexine, qui est une hormone qui coupe l'appétit. Et que les gens qui avaient des privations de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité libéraient moins cette hormone, donc avaient plus faim et étaient plus fatigués. Et quand on est plus fatigué, on a moins de courage pour avoir d'activité physique, donc ça va favoriser aussi la prise de poids. Il faut aussi savoir qu'il existe des périodes physiologiques de somnolence plus importantes et qu'il faut parfois respecter. Par exemple, eh bien, on sait que entre 11h et 13h, on va avoir des périodes de somnolence physiologique normales et qu'il faut parfois les favoriser, c'est-à-dire faire une sieste si on a un sommeil de nuit qui n'est pas de bonne qualité. Apprendre à faire la sieste, savoir faire la sieste d'une manière particulière, pas forcément aller se coucher, mais favoriser le calme après le repas pour compenser un sommeil de nuit, c'est des choses qui sont très importantes, en particulier lorsqu'on a des problèmes d'insomnie. Alors, on a mis en évidence qu'il y avait plus de 80 pathologies qui étaient liées d'une manière ou d'une autre au sommeil. Il y a des pathologies qui sont vraiment des pathologies du sommeil, comme le problème d'apnée du sommeil, ça c'est l'apnée du sommeil, les syndromes des jambes sans repos, qui sont là aussi fréquents et que malheureusement on diagnostique souvent très tardivement, mais on s'est aperçu qu'il y avait d'autres pathologies qui étaient favorisées par des troubles du sommeil. Un petit mot rapide sur le syndrome des jambes sans repos, parce que c'est un problème important qui va favoriser vraiment des problèmes d'insomnie, qui est un diagnostic clinique, c'est-à-dire que si vous allez chez votre médecin, il devrait être capable de vous dire oui, vous avez un syndrome des jambes sans repos, et on a des choses à faire, on a des traitements spécifiques pour l'éviter. Qu'est-ce que c'est que la maladie des jambes sans repos ? Eh bien, ce sont des gens qui, en particulier le soir, lorsqu'ils sont assis ou lorsqu'ils vont se coucher, eh bien, ils ont des gènes au niveau des jambes qui les obligent à se lever, à marcher sur place, et qui, la nuit, les jambes bougent toutes seules, et ça entraîne des insomnies. Les critères sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire que c'est plus souvent une femme, il y a parfois des antécédents familiaux, et puis ça se manifeste surtout le soir. Alors souvent, le médecin va vous dire que ça doit être un problème veineux, etc. Non, il y a vraiment des critères très spécifiques. Le syndrome d'apnée du sommeil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut commencer très tôt. On en a chez l'enfant, et il ne faut pas hésiter à les dépister très tôt parce que ça favorise des troubles scolaires, ça favorise des prises de poids, et on a des moyens d'explorer l'apnée de l'enfant très tôt. À 2 ans, on peut faire des enregistrements qui se font à domicile, donc qui sont très simples et qui peuvent donner de bons résultats.
Chez l'adulte, c'est 4% des hommes. Donc, messieurs, faites attention. On a de plus en plus de femmes et toute personne qui a de l'apnée n'est pas forcément obèse. On trouve des gens qui sont de corpulence normale, mais qui ont parfois des petites anomalies anatomiques et qui peuvent avoir de l'apnée. Autre chose importante, c'est que l'apnée, c'est comme le sommeil, c'est pas j'ai de l'apnée, j'ai pas d'apnée. On peut avoir un petit peu d'apnée, on peut avoir une apnée moyenne, on peut avoir une apnée sévère. Ça retentit beaucoup sur le travail, sur la vie sociale, et on a d'autres méthodes que mettre en place un appareil. Qu'est-ce que c'est que le syndrome d'apnée du sommeil? C'est d'abord des symptômes, une somnolence, une fatigue, des réveils nocturnes, on se lève la nuit pour aller uriner, parce que l'apnée agit sur des hormones au niveau rénal qui favorisent le fait d'aller uriner. On se réveille fatigué, on a un sommeil de mauvaise qualité, et pour le contrôler, on va faire des enregistrements comme on va le voir plus. Il y a des facteurs favorisants, l'apnée est augmentée avec l'âge, avec un pic maximum vers 60 ans, le surpoids bien sûr, l'alcool, les médicaments, en particulier, c'est important, tous les médicaments qui vont favoriser une partie des médicaments qui favorisent le sommeil, en particulier ce qu'on appelle les benzodiazépines, vont favoriser l'apnée. Donc vous ne dormez pas bien parce que vous avez de l'apnée, donc on vous donne des médicaments pour dormir, ce qui ne va pas augmenter votre apnée, donc ça c'est pas une bonne chose. Les autres facteurs sont des facteurs locaux, en particulier au niveau du nez. On n'y pense pas assez, mais le nez bouché peut favoriser les apnées. Il y a aussi d'autre part des pathologies qui sont des pathologies, je dirais, mécaniques qui peuvent favoriser ça. En fait, des dérèglements du cerveau. Et c'est vous qui les traitez, c'est pas nous. C'est ça la différence avec l'hypnose. L'hypnothérapie vous apprend à traiter vos problèmes vous-même. Apprend à commander à votre cerveau. Alors pourquoi on dit qu'on ne dort pas? Parce qu'on ne dort pas en cas d'hypnose. Si parmi le public, quelqu'un a déjà eu des séances d'hypnose, vous avez certainement remarqué que vous entendez ce qu'on vous dit et que vous êtes capable de réagir à ce qu'on vous fait. Donc vous ne faites pas n'importe quoi, c'est vous qui décidez. On n'est pas dans Mesmer, là. Hein. Et dans Mesmer, il choisit les gens à qui il fait ce qu'il veut faire, et il les choisit chez des gens qui ont envie de se montrer. Mais si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Donc en hypnothérapie, parce que c'est le premier obstacle qu'il faut vaincre, on ne va pas vous imposer quelque chose, on va vous apprendre à commander votre cerveau. C'est vous qui commandez, c'est pas nous. Et si vous n'avez pas envie de le faire, ben vous ne le faites pas, c'est aussi simple que ça. Donc, vous ne dormez pas et vous pouvez intervenir. Alors pourquoi c'est intéressant de ne pas dormir? Je vais vous raconter une petite histoire. Par exemple, en hypnose, il y a une façon de prendre en charge les terreurs nocturnes des enfants. On va prendre un petit exemple. Il y a des enfants, vers très petits, 4-6 ans, qui font des terreurs nocturnes. Par exemple, ils voient des dragons. Des dragons qui veulent les tuer, qui veulent faire tout et n'importe quoi. Alors c'est quoi ce dragon? Ce dragon, c'est un souvenir. C'est pas un faux souvenir, c'est-à-dire c'est pas une image qu'ils ont inventée. C'est en fait une image construite avec des images qu'ils ont enregistrées. Alors en ce moment, par exemple, il y a plein d'informations pour faire des cauchemars chez les enfants. Pour ceux qui regardent la télévision, voir l'avion s'écraser sur la montagne, là, ça alimente bien les terreurs nocturnes, les cauchemars, etc. Alors, l'hypnose intervient sur une structure de la mémoire. C'est ça qui est intéressant avec l'hypnose. On connaît maintenant, puisqu'on a identifié avec les neurosciences, on sait que ça s'appelle l'amygdale. Voilà, on rejoint l'ORL là finalement. Alors c'est pas la même amygdale, rassurez-vous, c'est pas les gros trucs qu'on a vus tout à l'heure. C'est une toute petite structure qui est à la base du cerveau et qui intervient dans les circuits de la mémoire. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que dans l'hypnose, cette structure se calme. Et cette structure, qu'on appelle l'amygdale, intervient dans la mémoire, mais c'est aussi le siège de l'anxiété, de la peur. Donc, quand on est anxieux, qu'on a peur, qu'on ne va pas bien, cette structure cérébrale est complètement stressée, si vous voulez. Elle s'emballe. Donc, si on arrive à la calmer, on arrive à calmer toutes ces réactions négatives, et c'est ce que fait l'hypnose. On a démontré, en fait, avec les neurosciences, avec les scanners et tout ça, ça a beaucoup évolué, que quand on était dans l'état de transe hypnotique, cette structure se calmait et ne déchargeait plus sur le plan électrique. Donc,
les gens qui y étaient analysés n'avaient plus de réaction de stress, de peur, etc. Et en plus, cette structure intervient dans la mémoire. C'est d'ailleurs pour ça que la transhypnotique s'appelle, et c'est pour ça que l'on dit que c'est pas du sommeil, la veille paradoxale. Alors, c'est intéressant comme terme, c'est un Français qui a inventé le terme, hein, d'ailleurs, c'est notre chef de file actuel de l'école française d'hypnose qui s'appelle François Roustan. Alors, c'est quoi cette veille paradoxale? C'est parce que on peut comparer au sommeil paradoxal. On a dit tout à l'heure que le sommeil paradoxal, c'était la phase du sommeil où en fait on emmagasine, on fait la mémorisation de la journée. Donc c'est bien une structure, tout ça, qui est intéressée à la mémoire. Si on intervient avec cette structure, on peut en fait avoir accès à cette mémoire qui mène votre vie et à laquelle vous ne pouvez pas accéder, qui s'appelle l'inconscient. L'inconscient, c'est ce qui vous fait vous comporter tous les jours. Et ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Enfin, en tout cas, vous pensez que vous ne pouvez pas le contrôler. Donc avec l'hypnose, toutes les techniques dérivées de l'hypnose, la sophrologie en fait partie, bien sûr. La sophrologie, c'est de l'hypnose aussi. Hein. Toutes ces techniques rejoignent l'hypnose. Avec l'hypnose, on va apprendre donc à gérer son stress en calmant cette amygdale, et en plus, on va pouvoir communiquer avec l'inconscient. Alors, il y a des techniques pour ça, et c'était intéressant de parler tout à l'heure de... Pourquoi tu nous as parlé tout à l'heure? Un truc très intéressant. Non, mais parce que ça rejoint de vélo. Alors, parce que dans les techniques d'hypnose, il y a un moment, on explique à l'inconscient que ce qu'on lui demande de faire, c'est comme apprendre à faire du vélo. Et ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai avec tout le reste, le vélo, c'est la journée sur le vélo en tournant les pédales, ça dure une demi-heure, et c'est la nuit, plusieurs heures, pendant qu'on mémorise. Et c'est le chemin moteur qui va se créer dans le cerveau qui va faire que, effectivement, on saura faire du vélo. Ça devient automatique, parce que c'est l'automatisme qui est important. Et tout ça se crée dans l'inconscient, et c'est l'inconscient qui va gouverner tout ce qu'on va faire dans la journée. Et ça commence très tôt chez les enfants. Et tu as eu raison de parler du vélo, parce que, effectivement, moi j'ai une technique américaine, une séance d'hypnose issue d'une technique américaine, d'un hypnothérapeute qui s'appelle Rossi, où effectivement je leur explique aux patients que ce qu'on va leur demander de faire, c'est comme quand ils ont appris à faire du vélo. On va leur parler à leur inconscient, et leur inconscient va travailler, et il y a un moment, ils vont savoir se comporter autrement, comme ils ont fait avec le vélo, parce qu'il y a un moment, le vélo, c'est pas parce qu'on a pédalé un quart d'heure par jour pendant 3 jours qu'on sait faire du vélo. C'est parce que la nuit, effectivement, on a enregistré le chemin moteur dans la tête, et que ça, on sait le reproduire après. Et c'est vrai avec tout. Et quand je dis c'est vrai avec tout, dans une douleur chronique, on a enregistré une réaction mauvaise du cerveau qui fait que le cerveau, il confond des choses. Il va dire, la main, elle est chaude, elle me brûle, elle me fait mal. Alors on va faire comprendre au cerveau que la main est peut-être chaude, mais elle ne brûle pas, elle ne fait pas mal, et que le cerveau, il se trompe. Et on va lui expliquer que c'est quand il va dormir, et quand il sera en phase paradoxale. Donc, quand il va dormir, bien sûr, mais on peut nous le mettre en phase paradoxale pour commencer à influencer son subconscient. C'est ce qu'on fait dans l'hypnose, et c'est pour ça qu'on appelle ça la veille paradoxale. Par comparaison avec ce sommeil paradoxal. Mais on n'est pas dans le sommeil. Quand je vous parlais tout à l'heure de la terreur nocturne des enfants, ce qui est intéressant, c'est que pour leur traiter leur terreur nocturne, on les hypnotise pour qu'ils se mettent dans l'état où ils sont quand ils sont en sommeil paradoxal. Donc ils vont revivre leur terreur nocturne, sauf qu'ils sont conscients. Alors quel est l'avantage d'être conscient? C'est qu'on va leur faire ouvrir les yeux, on va leur dire, toi, tu es dans une pièce, tu es tranquille, il n'y a rien, il n'y a pas de dragon, et tu vas refermer les yeux, et quand tu vas voir le dragon, tu vas prendre l'épée magique qui est à côté de toi et tu vas tuer le dragon. Et cette image du dragon, qui est en fait une image vraie, qui s'appelle une chimère, qui a été construite par assemblage de plusieurs souvenirs qui lui ont fait peur, cette image va repartir dans son inconscient transformée. Elle est transformée parce qu'il a tué le dragon. Et il aura une image de dragon mort. Et il sait qu'il peut le tuer une deuxième fois s'il y a besoin, et qu'il peut vaincre ce dragon. Il va vaincre sa terreur nocturne comme ça. C'est pour ça que c'était intéressant de parler des terreurs, enfin des cauchemars, c'est pareil. Les terreurs nocturnes, c'est encore pire parce que c'est vraiment répétitif. Et
Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme ils ne dorment pas, ils savent qu'ils peuvent intervenir. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas dormir dans l'hypnose. Et on ne dort pas, il n'y a que Mesmer qui nous fait croire qu'on dort. Mais en aucun cas, on dort. Il ne faut pas croire qu'on termine une séance d'hypnose en disant « maintenant, vous allez vous réveiller ». On fait quelque chose de particulier pour les faire sortir de cet état hypnotique qui n'est pas du sommeil. Il ne suffit pas de claquer des doigts et dire voilà, tac, vous allez vous réveiller. On fait quelque chose qui fait qu'ils vont ressortir de cet état hypnotique. C'est pas grave hein, d'être dans l'état hypnotique parce que vous le faites tous les jours. Quand vous conduisez, vous prenez le volant de votre voiture, vous allez sur l'autoroute. Si vous n'étiez pas en état d'hypnose, vous ne pourriez pas conduire. Parce que votre état hypnotique au volant de votre voiture vous dit voilà, moi je roule, mon cerveau il ne fait que ça. Il commande ma conduite de voiture et je ne vais pas m'occuper de ce qui se passe derrière, à côté, etc. On n'est pas dans le cockpit en train de se faire enfermer par le copain. La voiture, c'est... Parce que si vous pensez à un lapin rouge, vous pensez plus au cheval bleu. C'est très basique, mais en fait c'est la réalité. C'est-à-dire quand vous avez une pensée parasite dans un coin de votre tête qui vous empêche de dormir, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des projections négatives sur des choses qui vont arriver. Eh bien, il vous suffit de vous concentrer sur quelque chose de plus agréable pour pouvoir vous endormir. Des choses plus agréables, ça peut être des techniques de respiration, par exemple. Ça peut être également des techniques de relâchement musculaire. Et puis ça peut être aussi des techniques de visualisation, essayer de s'imaginer. Généralement, quand on essaie d'avoir un projet positif et qu'on se concentre sur quelque chose d'agréable, on arrive beaucoup plus facilement à trouver le sommeil. Alors c'est vrai effectivement de dire il suffit de penser à quelque chose d'agréable pour s'endormir, ça semble un peu facile. C'est vrai que c'est un peu facile, mais en fait, penser à autre chose, c'est une posture. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attendre que ça vienne tout seul. Il faut vous concentrer. Il y a un principe qui existe qui s'appelle le principe d'ancrage. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, ça vous dit quelque chose. C'est parce que vous allez répéter les choses que vous allez faire, que vous allez finir par les intégrer. Comme par exemple les chiens de Pavlov, l'expérience des chiens de Pavlov, ou la Madeleine de Proust, pour vous trouver une métaphore un peu plus lyrique. La métaphore de la Madeleine de Proust, c'est en fait un monsieur de 25 ans qui mange des madeleines avec du thé et qui, d'un seul coup, retrouve des sensations très très agréables de bien-être et il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Mais en fait, il finit par se rendre compte que finalement, c'est tout simplement parce que 20 ans avant, il a mangé des madeleines dans des conditions absolument agréables puisqu'il était en vacances chez sa tante, qu'il était à une période d'insouciance, que c'était les vacances. En fait, il avait ancré à ce goût plein de choses agréables qui reviennent 20 ans après tout à fait automatiquement. Mais ça, c'est des choses qui existent réellement. Il suffit d'ancrer, par exemple, une respiration sur une sensation agréable et de les répéter pour vraiment trouver un soulagement quand quelques jours, quelques mois après, devant une situation anxiogène, on va dire, il suffit de remettre en place cette respiration pour retrouver des sensations agréables d'apaisement. Voilà, je ne vais pas vous faire l'en dire plus longtemps parce que je pense que vous avez plein de questions à poser. On va approfondir éventuellement toutes ces techniques si vous voulez, si vous avez des questions à poser. Voilà. Alors André vous a fait une petite métaphore pour expliquer ce que c'était l'état hypnotique en parlant de conduire sa voiture sur l'autoroute. Moi j'en ai une autre qui va peut-être plus vous parler. Après dîner ou après déjeuner, quand vous faites la vaisselle et que vous appelez votre mari pour vous donner un coup de main et qu'il ne vous entend pas, c'est qu'il est en état d'hypnose. Je veux juste... André a parlé d'hypnose et de sophrologie. Je veux juste éclairer votre lanterne rapidement, ce que c'est que la sophro, ce que c'est que l'hypnose. Bon, ce sont deux techniques qui sont très proches l'une de l'autre. Il y en a une, la sophrologie, qui est plus une technique qui est amenée à travailler sur l'hyperconscience, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des sensations dans son corps grâce à de la concentration, une focalisation sur ces sensations, alors que l'hypnose, on travaille plutôt sur l'inconscient. C'est-à-dire qu'on va essayer de dialoguer avec votre inconscient pour essayer de modifier les choses qui vous dérangent.
Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Alors encore une métaphore, imaginez une énorme caverne qui est dans le noir. Et vous, quand vous êtes en train de visiter cette caverne, vous êtes avec une torche. Et la lumière, c'est la partie consciente de l'individu, et la partie qui reste dans le noir, c'est la partie inconsciente. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai trouvé le plus simple pour expliquer ce que c'est la différence entre le conscient et l'inconscient. C'est des choses, je suppose que ça vous est déjà arrivé de savoir des choses alors que vous ne saviez pas que vous saviez. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Là, c'était calé dans l'inconscient. Voilà. Je vais passer la parole à Coralie qui va nous parler, qui va nous dire quelques mots sur le problème de sommeil rencontré par les enfants et ce qu'on peut apporter comme technique. Est-ce qu'on pourrait avoir le nom de M. André? On m'entend? Le nom de M. André, le nom de famille. C'est le docteur Barberis. Barberis. B-A-R-B-E-R-I-S. André. Vous lui demanderez vous-même son numéro de téléphone. Donc moi je vais compléter un petit peu ce que mes collègues ont dit. Moi je suis donc pour rappel sophrologue, hypnothérapeute et praticienne en EFT, donc spécialisée dans la petite enfance et la parentalité. La parentalité parce que tout simplement quand on travaille avec un enfant, on travaille aussi avec les parents en fonction de l'âge. On est amené de temps en temps à donner quelques conseils, quelques lumières. Et donc, effectivement, pour rester un petit peu sur le sujet du sommeil, bien sûr, c'est un des sujets de consultation les plus fréquents qu'on rencontre dans le cabinet. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc, au niveau du sommeil, on va effectivement avoir tous les soucis d'endormissement. Donc, sans revenir dans le détail sur tout ce qu'on a vu auparavant. Mais effectivement, le sommeil, la nuit, réactive l'angoisse latente en faisant intervenir le rôle de l'obscurité. Avec la séparation de la cellule familiale sécurisante, et puis avec la perte de contrôle de l'environnement, la perte de vigilance tout simplement quand le sommeil arrive. Donc tout ça c'est difficile pour les enfants, et effectivement ça nécessite une prise en charge que la sophrologie, l'hypnose peut très bien accompagner. Également les parents aussi, on en profite. Et puis bien sûr, on trouve les cauchemars, donc les terreurs nocturnes qui sont un peu plus impressionnantes. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Après, voilà, pathologies du sommeil diverses, somnambulisme, les apnées du sommeil, et puis plein d'autres, quoi. Donc c'est vrai que... Alors, notre approche pour les enfants, elle est un petit peu différente, parce que bien sûr, déjà, moi, je ne reçois pas d'enfants avant 3 ans, et encore, c'est vraiment un âge limite, parce que avant les 2 premières années de vie de l'enfant, le sommeil se mature. Donc, on va commencer à pouvoir travailler sur des choses à partir de 3 ans, 3 ans et demi, voilà, jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte, bien sûr. Donc, l'approche, elle est essentiellement ludique, pour éveiller la curiosité de l'enfant et puis l'inviter à reproduire aussi les exercices dans son quotidien, parce qu'il y a aussi ces exercices d'auto-hypnose, de sophrologie à mettre en place au quotidien. Donc tout passe essentiellement par le jeu. Bien sûr, on s'adapte à l'âge et la maturité de l'enfant. Quand on a un adolescent, on ne joue pas toute la séance avec lui, mais voilà, on s'adapte. Et puis, ce qui est important vraiment de relever, et donc j'insiste beaucoup moi, auprès des parents de ce côté-là, donc on en a parlé aussi, c'est l'environnement familial, social et affectif que l'enfant a autour de lui, qui est en grande partie responsable des troubles du sommeil. Alors bien sûr, outre les pathologies que l'enfant peut réellement avoir. Donc la complémentarité avec le monde médical est super intéressant. Quand on peut le faire, effectivement, on a des résultats beaucoup plus rapides, quoi. Et puis aussi parce que l'angoisse des parents, c'est vrai que c'est pas évident d'être avec un enfant insomniaque ou se réveiller toutes les nuits pour aller le rassurer. Nous aussi, ça joue sur notre sommeil et pour le coup, c'est difficile à vivre. Mais effectivement, les angoisses des parents peuvent augmenter finalement ces troubles, qui sont généralement totalement bénins, en dehors des pathologies, et qui se traitent encore une fois. Donc, comme il y a peu de barrières entre le réel et l'imaginaire chez l'enfant, ces méthodes de sophrologie et d'hypnose sont parfaitement adaptées et complètement naturelles, de par leur construction
et leur structure psychique tout simplement, c'est naturel puisqu'on fait appel à des métaphores, on fait appel à des contes. Bien sûr, quand on rencontre l'enfant, on prend bien soin, bien le temps de savoir ce qu'il aime, ses activités, ses personnages de fiction préférés, pour pouvoir les introduire finalement dans les textes hypnotiques qu'on peut utiliser, dans les suggestions visuelles, mentales. Et c'est là qu'effectivement c'est vraiment du cas par cas et qu'on personnalise vraiment chaque séance. Donc effectivement l'enfant va se projeter beaucoup plus facilement. Faut être prêt aussi en tant que thérapeute à pouvoir faire une séance en ayant un enfant devant qui ne ferme pas les yeux, puisque un enfant ne va pas fermer les yeux, lui, en fonction de l'âge. Bien sûr, quand on a un petit bout de 4 ans, on ne le met pas dans un état de conscience modifié. Mais comme il n'a pas tout ce facteur critique autour de son inconscient, toutes ses croyances, finalement, un enfant, quand on lui dit quelque chose, il nous croit. Donc si on lui parle d'une histoire extraordinaire, d'un endroit magique qui va pouvoir résoudre un tas de difficultés, l'enfant, il y va, les yeux fermés, il vous suit. Donc on va un petit peu le bluffer à travers ces métaphores et cette approche, et c'est en ça, en fait, que c'est complètement naturel. Donc voilà, généralement, j'ai envie de dire que rapidement, au cours moi, dans mon expérience, au bout de 3 semaines, généralement, on a des résultats probants dans ces méthodes. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont des techniques qui sont de plus en plus utilisées, alors qu'à un moment donné, les parents avaient un petit peu de mal à franchir la porte d'un cabinet parce que c'était un peu source d'échec. Et aujourd'hui, je crois que la roue tourne un petit peu et puis on s'intéresse de plus en plus à ces méthodes parce qu'on en parle aussi autour de nous. Et parce que tout simplement, elles font leurs effets, quoi. Donc voilà un petit peu l'approche que je pourrais donner pour les enfants, si ça vous convient. Merci, Coralie. Je veux dire quelques mots sur les techniques qu'on peut essayer d'utiliser pour améliorer un mauvais sommeil ou un sommeil non réparateur. Moi, je suis debout depuis longtemps, donc je vois ça.